Ce matin, au Radio Journal, nouveau président, nouveau ton. America is on the move again. Dans son premier discours, Joe Biden promet une Amérique de nouveau en mouvement. Comment va se dérouler la vaccination pour tous au Québec? Le plan sera annoncé aujourd'hui. Et plus de 50 000 travailleurs qualifiés attendent d'être admis au Québec. On a envie de dire c'est assez. On doit vraiment prendre le problème à bras le corps. Ici Maxime Coutier. Bonjour. Joe Biden veut changer les États-Unis. Il souhaite un grand virage à 180 degrés. Hier soir, dans son tout premier discours devant le Congrès, il a dressé le bilan de ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche, fier surtout des progrès dans la lutte contre la pandémie. Mais il a aussi beaucoup parlé de l'avenir et de la nécessité de transformer la société américaine. On en parle avec mon collègue Étienne Leblanc qui est à Washington. Alors Étienne, il y avait beaucoup de choses dans ce discours, 65 minutes. Qu'est-ce que vous avez retenu? D'abord qu'il propose un programme très vaste qui fait la place à la famille, à la classe moyenne. C'est vraiment le centre de ses priorités. Donc, M. Biden espère enrichir cette classe moyenne avec deux principaux plans de relance économique. Le premier plan qui vise à moderniser les infrastructures, entre autres pour lutter contre les changements climatiques, tout en créant, a-t-il dit, il a bien précisé ça, des emplois bien payés pour les cols bleus. Le deuxième volet qu'il a présenté, c'est le volet d'ailleurs plus social, sur le bien-être des familles. Donc, il propose, par exemple, des services de garde gratuits, des congés parentaux. Il suggère aussi l'accès gratuit pendant 2 ans au collège communautaire pour les jeunes partout au pays. Et il a longuement parlé, M. Biden aussi, des tensions raciales au pays. Vraiment, c'est un sujet très, très, très chaud aux États-Unis. Il veut réformer la police en profondeur. Il souhaite que le Congrès adopte des mesures en ce sens d'ici le 25 mai qui marque le premier anniversaire de la mort de George Floyd à Minneapolis. Je vous laisse écouter ce que M. Biden avait à dire à ce sujet. We've all seen the knee of injustice on the neck of Black Americans. Now's our opportunity to make some real progress. Alors, M. Biden dit, nous avons tous vu le genou de l'injustice sur le cou des Noirs américains, dit-il, et c'est notre chance de réaliser un réel progrès maintenant. Joe Biden, on le sent, a pris des erreurs peut-être de Barack Obama avant lui. Il veut aller vite avec ses réformes, mais est-ce que c'est réaliste? En tout cas, c'est pas évident parce qu'il n'a pas le Congrès, il n'a pas les votes au Congrès pour faire avancer un programme peut-être aussi interventionniste. Et ça sera plus difficile, en tout cas, son volet sur la famille sera plus difficile à faire adopter dans un Congrès. Même dans son propre parti, tout le monde n'est pas d'accord avec toutes ses politiques. Étienne Leblanc, à Washington. Merci, Étienne. Merci. Chez nous, maintenant, campagne de vaccination au Québec. Qui seront les prochains appelés? La réponse va venir cet après-midi. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, va tenir un point de presse où il va dévoiler les détails de la dernière étape de l'opération de vaccination. On en parle avec Jessica Chavez. Alors, Jessica, ça y est, on va ouvrir la vaccination aux plus jeunes. Oui, aux 16 ans et plus, élargissement qui devrait se faire graduellement, peut-être par tranche d'âge. En tout cas, tous les détails seront connus à 13 heures avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, le responsable de la campagne de vaccination, Daniel Paré, et le docteur Richard Massé de la Santé publique. Ce qu'on sait, c'est que jusqu'à maintenant, 3 millions de doses ont été administrées. Environ 70 000 personnes ont reçu une deuxième dose, surtout dans les CHSLD, mais aussi certains travailleurs de la santé. On sait également que les livraisons de Pfizer vont doubler dans la prochaine semaine, ce qui laisse au ministre les coups des franches pour accélérer cette campagne de vaccination. Le gouvernement planche toujours sur son objectif d'avoir administré une première dose à tous les Québécois d'ici le 24 juin. Merci, Jessica. Je vous en prie. Et puis, en attendant que la vaccination soit ouverte à tous, elle se poursuit pour les groupes prioritaires plutôt. Depuis hier, les femmes enceintes en font partie. Elles peuvent prendre rendez-vous. Alors, pour certaines, c'est un moment attendu, un moment souhaité. Pour d'autres, l'heure est plutôt au questionnement. Diana Gonzalez a préparé ce qui suit. Oui, c'est ça. Je viens de prendre mon rendez-vous, mon vaccin. Je l'ai le 30 mai en début de journée. Là. Jessica est à sa 24e semaine de grossesse. Prendre la décision de se faire vacciner contre la COVID-19 n'a pas été facile. Je comprends à 100 % celles qui préfèrent attendre après l'accouchement. Mais dans mon cas, avec un diabète de grossesse, avec un conjoint qui est en contact potentiel avec des porteurs du virus, le choix est pas mal à 95 % fait là, dans mon cas. Les vaccins de Pfizer et de Moderna seront privilégiés pour les femmes enceintes parce qu'il y a plus de données sur la sécurité avec ces vaccins pendant la grossesse, selon un avis de l'Institut national de santé publique du Québec.
Caroline Quash est pédiatre, microbiologiste et infectiologue au CHU Sainte-Justine. On a quand même des données de base là, qui nous démontrent qu'il n'y a pas de risque, mais en même temps, c'est sûr que s'il n'y avait pas de COVID et qu'il n'y avait pas de transmission, la recommandation serait différente. Mais compte tenu de ce qu'on voit en Ontario, avec l'augmentation du nombre de femmes enceintes qui sont admises aux soins intensifs, je pense qu'il y a une inquiétude qui existe. Jessica compte d'ailleurs en parler avec son médecin lors de son prochain rendez-vous de suivi de grossesse. Ici, Diana Gonzalez, Radio-Canada, Montréal. En Ontario, maintenant, de nouveau pour les travailleurs qui doivent s'absenter du boulot en raison de la pandémie. Ils vont recevoir finalement l'aide financière de la province. Doug Ford va de l'avant avec l'instauration d'un programme de congé de maladie payé. Précision, Natacha McDonald-Dupuis. L'Ontario plie sous la pression populaire. La province va finalement légiférer pour garantir 3 jours de congés payés pour la COVID-19. We're leading Canada. Nous aurons le programme le plus généreux au Canada, affirme le ministre du Travail. Monty McNaughton souligne que Québec n'offre que 2 congés de maladie payés. La prestation ontarienne s'appliquera aux travailleurs malades et à ceux qui doivent s'absenter pour la vaccination ou un test de dépistage. Elle sera en vigueur jusqu'en septembre. Les employeurs seront remboursés par la province. Le premier ministre ontarien estimait que la prestation fédérale était suffisante et croyait qu'un programme provincial serait un gaspillage d'argent. L'opposition néo-démocrate demandait toutefois 10 jours de congé permanent, rappelle la députée Frangelina. Pour avoir un test, ça va être 2-3 jours que tu dois attendre. Tu as ton test, c'est 2-3 autres jours avant que tu aies le résultat de ton test, mais on va seulement te payer pour 3 jours de congé. La mesure était réclamée depuis des mois, ajoute le président de la Chambre de commerce de l'Ontario, Rocco Rossi. C'est sûr que ça est arrivé tard. La province veut aussi doubler la prestation fédérale de maladie pour la relance économique à 1 000 $ par semaine, mais doit toujours s'entendre avec Ottawa. Ici, Natacha McDonald-Dupuis, Radio-Canada, Toronto. Au Québec, la grande question, y a-t-il, oui ou non, une crise du logement? Ça coûte combien un logement à Montréal? Bien, écoutez, ça dépend de la grandeur du logement, là, mais je dirais ça peut peut-être commencer à 500-600 $ par mois, assez rapidement monter à 1 000 $ par mois. Québec solidaire accuse François Legault de nier la crise du logement au moment où les prix des loyers dans les grandes villes connaissent une hausse fulgurante. Voici donc un échange plutôt corsé entre la chef Manon Massé et le premier ministre à ce sujet hier. C'était lors de l'étude des crédits budgétaires. Ça explose parce que nous sommes en crise du logement et la CAQ ne veut pas le reconnaître. Je trouve que le mot « crise » est fort. Il manque de logements. On est en train d'en construire 15 000. Et là, quoi? On va capoter quand les tentes vont pousser sur le bord des autoroutes dans les prochains mois? C'est déjà commencé. Maintenant, toujours au Québec, jamais il n'y a eu autant d'immigrants qui attendent d'arriver et jamais ils n'ont attendu aussi longtemps. Radio-Canada a appris que le nombre de dossiers non traités de travailleurs qualifiés a explosé, ce qui provoque la colère du milieu des affaires et des partis d'opposition. Romain Chué. 51 000. C'est le nombre de travailleurs qualifiés déjà sélectionnés par le gouvernement du Québec qui attendent pour avoir leur résidence permanente. Ce chiffre n'a jamais été aussi élevé. En un an, le nombre de dossiers dans cet inventaire au ministère fédéral de l'immigration a quasiment triplé. Et ces immigrants pourraient patienter au moins 2 ans avant d'être admis au Québec. Cette situation agace le milieu des affaires qui réclame des actions rapides de la part des 2 gouvernements. Charles Millard est le président de la Fédération des chambres du commerce du Québec. On a envie de dire c'est assez. On doit vraiment prendre le problème à bras-le-corps. Je pense que c'est en ce moment malheureusement le talon d'Achille du gouvernement Legault. Selon le président du Conseil du patronat, Québec devrait admettre rapidement ces dizaines de milliers de travailleurs qualifiés. Carl Blackburn. Si on voulait vraiment régler les dossiers de ces 51 000 travailleurs qualifiés, donc qui rencontrent les besoins des employeurs du Québec, on pourrait certainement donner un coup, un blitz pour 2021 et ainsi mettre la banque de noms à zéro. Les partis d'opposition haussent eux aussi le ton. Le NPD accuse le gouvernement de Justin Trudeau de se traîner les pieds. Au Parti libéral du Québec, on met la faute sur les décisions prises par le gouvernement de François Legault. Christine Saint-Pierre. Ce gouvernement disait qu'il voulait en prendre moins pour en prendre soin. Force est de croire qu'ils ont foutu complètement le bordel dans l'immigration. La ministre de l'Immigration, Nadine Giraud, n'a pas voulu réagir. Son équipe affirme ne pas avoir eu connaissance jusqu'à maintenant de ces données. Ici Romain Chué, Radio-Canada, Montréal. Et puis, en terminant le développement, durant la nuit, les députés de la Chambre des communes ont adopté vers 2 heures du matin la loi spéciale qui va forcer le retour au travail des débardeurs du port de Montréal. La loi, maintenant, doit être approuvée par le Sénat. Voilà,
C'était le Radio Journal. Dans un instant, la suite avec votre émission du matin.